Merci, mesdames et messieurs, de nous rejoindre aujourd'hui pour cette première soirée culturelle de l'année 2022 au Musée de l'Ordre de la Libération. Nous sommes très heureux de vous retrouver, même si c'est malheureusement uniquement à distance en raison des conditions sanitaires du moment. Je voudrais d'abord remercier d'avoir accepté de participer à cette soirée Gwenaëlle Mercé et Pierrick Tigréa, qui vont nous parler ce soir d'un sujet peu connu, les archéologies de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai, quand on parle d'archéologie, généralement, on envisage plutôt les périodes de l'Antiquité gréco-romaine, égyptienne, le Moyen-Âge éventuellement, mais beaucoup moins la période contemporaine. Et c'est un questionnement effectivement assez récent et nos intervenants vont nous expliquer en quoi ce questionnement de l'archéologie a touché les conflits contemporains et en quoi l'archéologie est une façon de mieux connaître l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers les fouilles, à travers les vestiges qui sont mis à jour, en particulier dans le cadre régulier de l'aménagement du territoire. Alors je vais, avant de leur donner la parole pour une durée de 40-45 minutes environ, présenter et rappeler qu'ensuite aussi nous pourrons répondre, enfin nos intervenants pourront répondre aux éventuelles questions qui seront posées via le webinaire Zoom ou à partir de Facebook Live. Et après ce temps de questions, nous terminerons donc cette soirée. Donc, Gwenaëlle Mercé, vous êtes archéologue à l'INRAP. Vous êtes un intervenant régulier d'opérations sur des vestiges contemporains, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 19e et le 20e siècle, à la fois sur des théâtres d'opérations, si j'ose dire, à la fois civils et militaires. Et vous êtes donc un homme à la fois d'études et de terrain. Vous êtes auteur de travaux scientifiques, en particulier sur le camp retranché de Paris, qui lui est lié à la Première Guerre mondiale. Et vous avez écrit un certain nombre d'articles sur l'archéologie des conflits contemporains en Île-de-France. Et actuellement, vous coordonnez le programme collectif de recherche Archéologie des conflits contemporains en région Île-de-France et Centre-Val de Loire. Je n'ai pas dit de bêtises. Tout est parfait. Oh, c'était formidable. Merci beaucoup. Quant à vous, Pierrick Tigréa, vous êtes depuis 20 ans archéologue. Vous êtes alors archéogéographe. Peut-être vous nous expliquerez ce que c'est un petit peu qu'un archéogéographe. Et vous appartenez au service départemental d'archéologie du Val d'Oise. Vous êtes attaché de conservation du patrimoine. Vous travaillez à la mission archéologique française du cimetière des Croisés d'Atlit en Israël. Et plus proche de nous géographiquement, vous avez des activités associatives de terrain au sein de l'association Archéologie en Brie. Voilà, donc juste avant de vous laisser la parole, je voudrais rappeler que notre prochaine soirée culturelle aura lieu le jeudi 17 février et que nous aurons la chance, le plaisir et même l'honneur de recevoir Madame Odile de Vasselot, médaillée de la Résistance française, qui viendra témoigner de son engagement dans la Résistance, donc le jeudi 17 février. Je vous laisse la parole en vous remerciant encore de votre présence. Bien, bonsoir à toutes et à tous, ceux qui seront devant nous et ceux qui peut-être nous voient à travers l'écran, celles et ceux. Déjà, je remercie le Musée de l'Ordre national de la Libération de nous avoir invités pour partager un peu de nos pratiques archéologiques, quotidiennes ou moins quotidiennes, parce que je travaille essentiellement en Île-de-France et il y aura beaucoup d'exemples hors Île-de-France. Donc, archéologie de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'est une évidence et pourquoi un S à archéologie? Pour attirer sur le fait qu'il y a plusieurs cadres d'exercice de notre profession. L'archéologie qu'on dit programmée, qui relève de programmes de recherche menés sur le long terme. Ici, j'y reviendrai, mais c'est l'image d'une épave liée au débarquement du 6 juin 1944. Voilà. Donc, archéologie programmée qui passe pas l'image suivante. Ah, on recommence. J'arrive. J'ai l'image suivante. Ici, un autre exemple de programme de recherche, j'y reviendrai aussi, c'est le PCR que j'appelle normand, sur le patrimoine des vestiges de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, qui depuis 6 ans donc, travaille sur ces vestiges. Archéologie programmée, mais aussi archéologie préventive. C'est une image d'illustration pour vous montrer l'archéologie préventive, c'est un peu notre quotidien.
l'exploration de terrains au préalable d'aménagements divers qui nous amènent à explorer de très grandes surfaces. Précisons qu'on n'intervient pas sur tous les aménagements. On en parlait juste avant l'intervention. On intervient à peu près à hauteur de 10% de l'ensemble des terrains aménagés en France, mais ce qui nous quand même offre la possibilité d'explorer des hectares et des hectares de terrain, et donc de recueillir des informations inédites ou pas sur toutes les périodes. Pour expliquer l'image, ce que vous voyez à l'image, le tout petit point un peu jaune, là c'est une pelle mécanique de 20 tonnes, et ça c'est des tranchées de diagnostic. On va repérer ou pas, elles font 3 mètres de large. Vous voyez, on couvre et tout cet espace de hangar, tout cet espace aussi a été exploré. Donc des dizaines, des centaines d'hectares. Pierrick, tu me disais l'an dernier, 5000 hectares explorés en Île-de-France. Et donc c'est bien l'archéologie préventive qui a fait que les archéologues ont rencontré des vestiges des conflits contemporains. Ça a commencé par la première, je vous fais une petite historiographie de notre discipline rapidement. À la fin des années 80, dans le nord de la France, le TGV Nord notamment, qui a traversé des grandes zones de conflit où les archéologues préventifs ont rencontré des vestiges de guerre de toutes sortes, des tranchées, des soldats, le reste, où les archéologues se sont interrogés sur leur légitimité déjà, à parler d'une histoire qui était extrêmement connue, sur l'intérêt, est-ce que ça peut apporter quelque chose, sur est-ce qu'on fouille ça ou pas parce que c'est également dangereux. Donc tout un questionnement qui a fait son cheminement au fur et à mesure des années 80 puis 90, avec une première fouille fondatrice en 1991, la fouille de la sépulture d'Alain Fournier et de ses compagnons d'armes qui avaient été tués au cours des combats et qui a été retrouvé, on pose ça un peu comme acte de fondateur. Et au fil du temps, les archéologues, les historiens ont échangé pour approfondir leur discours, leurs questionnements, ce qui a donné en 2008 une première publication de synthèse sur l'archéologie de la Grande Guerre, qui est plutôt pour la Champagne, la France du Nord. Puis en 2014, une autre synthèse assez importante à l'occasion d'une exposition sur l'archéologie. Ça s'appelle « À l'Est du Nouveau », pour l'archéologie en Alsace et en Lorraine. Tout ça pour vous dire qu'il y a un cheminement entre la fin des années 80 et puis le temps des premières synthèses en 2000. Parallèlement, l'archéologie de la Deuxième Guerre mondiale, avec un léger décalage, se repose les mêmes questions. Alors, si on parle d'actes fondateurs de l'archéologie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fouille de sauvetage, à l'époque on ne disait pas préventive, on disait de sauvetage, d'un bombardier anglais qui s'était crashé à Fléville devant Nancy. Ça a été mené par le SRA de Lorraine, et si vous voulez en savoir plus, il y a des articles qui sont accessibles en ligne sur ce crash d'avion et sa fouille, et pourquoi sa fouille et tous les enjeux mémoriels. 2 pilotes étaient portés manquants, il y avait 3 survivants, donc il y a eu après un dialogue avec les pilotes. Bon, tout un tas d'enjeux que je ne vais pas développer ici, mais on peut trouver la documentation sur Internet. Donc, acte fondateur, dans le même temps où l'année d'après, à Maule, dans le Calvados, il y a une fouille de sauvetage encore sur une occupation de l'âge du fer, et là sont enregistrés les vestiges d'un camp de prisonniers, et c'est d'un camp de prisonniers allemand. C'est une problématique qui va se développer aussi, puisqu'en 2007, il y a une intervention à Vendeuvre-les-Nancy, ça j'en reparlerai aussi, sur un corps de ferme qui avait accueilli des prisonniers allemands. Et puis une nouvelle prescription de fouilles en 2008, le camp de la Glacerie, toujours en Normandie, toujours un camp de prisonniers allemands. Donc peu à peu, on aboutit aux premières synthèses régionales en Lorraine en 2011 avec cette publication, Vestiges de guerre en Lorraine, où les vestiges de la Deuxième Guerre mondiale sont abordés par thèmes, qui sont ceux de la fortification, du champ de bataille, des camps, des civils aussi, des traces qui restent du vécu des civils pendant la guerre. C'est des thématiques que je vais un petit peu développer par la suite. J'accélère. Une autre synthèse plus récente en 2014 pour la Normandie. Il y aura beaucoup d'exemples donc concernant la Normandie. Et la dernière fois qu'on s'est réunis pour traiter de ces sujets, c'était en 2019 à Caen, où on a pu faire un petit peu un bilan de l'ensemble des conflits contemporains, mais aussi de ce qui se fait pour la Première Guerre mondiale
Et ça devrait être publié bientôt. Je reviendrai sur ce colloque de Caen parce qu'il y a quelques ressources en ligne, des vidéos qui permettront à celles ou ceux qui veulent aller plus loin d'y aller. Donc, les thèmes abordés. Donc, archéologie des fortifications, évidemment, le mur de l'Atlantique. Alors, on a la batterie de Longues-sur-Mer qui est très connue, qui est dans Le jour le plus long, le film. On peut se demander que viennent faire des archéologues ici, on connaît. De fait, c'est un site qui demeure vivant. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vais aussi vous illustrer pour chaque cas la diversité des méthodes qu'on peut employer en archéologie. Donc ici, un levé topographique qui permet de préciser le plan exact de ce noyau de résistance du mur de l'Atlantique, de cette batterie, et qui permet, il y a un suivi, comme c'est un lieu qui accueille du public, il y a des aménagements qui sont liés à cet accueil du public, donc l'INRAP régulièrement fait des interventions de diagnostic préalablement aux aménagements liés à l'accueil du public qui pourraient détruire des vestiges enfouis, et non plus ceux qu'on voit présents en élévation. Donc on peut intervenir sur des choses connues, mais plus largement, je vous parlais du PCR, du patrimoine des vestiges de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. C'est parti donc en 2015, me semble-t-il, en 2015, de la volonté politique de faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO les plages du débarquement. Donc, ils ont sollicité l'Université de Caen, le service régional d'archéologie de Normandie, des collègues de l'INRAP travaillent aussi. Donc là, il s'agit d'un programme de recherche au long cours, donc depuis 6 ans. Donc, il y a 6 rapports de plusieurs centaines de pages. Je ne vais pas tout vous expliquer. Mais par contre, il y a une vidéo du colloque de Caen où les principaux participants au PCR expliquent tout ça dans les détails. Et pour vous dire qu'au-delà de ce qui est très connu, on va s'intéresser à ce qui est moins connu. Et cette batterie très bétonnée, très réglementaire de Longues-sur-Mer, elle cache des centaines, des milliers d'infrastructures plus discrètes, moins connues. Ici, c'est un petit abri qui est fait en matériaux de récupération avec des moellons calcaires, des rails de chemin de fer et légèrement bétonné. En 6 ans, le PCR normand, comme je dis, a recensé 5100, je crois, vestiges appartenant à des ensembles. Donc, ça va être des ensembles défensifs avec des tranchées, des abris modestes. Et on le verra un peu plus tard, ils se sont éloignés. Le point de départ était vraiment les plages du débarquement. Maintenant, ils couvrent l'entièreté de la région et ils montrent vraiment l'impact de l'occupation allemande, pas seulement, mais de l'occupation allemande sur le territoire normand. Un autre exemple pour illustrer aussi une autre méthode. Ici, c'est une fouille préventive qui a été menée pour quitter la Normandie dans la poche de Royan, à Vaux-sur-Mer, donc la poche de Royan qui a résisté jusqu'à l'ultime fin ou presque de la guerre, et qui permet de recenser la diversité un peu des vestiges, des traces qui peuvent s'inscrire dans le sol. Vous avez bien sûr une tranchée, des trous d'hommes, on y reviendra, donc une organisation défensive, ce qu'on voit ici des abris. Et puis ça, c'est une plateforme pour accueillir un canon défensif d'infanterie. On n'apprend rien, je veux dire, en termes... on sait qu'ils ont fait des tranchées, par contre, on précise les formes. Pour moi, ça a une importance dans le cadre du PCR qui a été évoqué en introduction pour l'Île-de-France. On travaille sur l'ensemble des conflits contemporains, donc de la guerre de 70 jusqu'à 1945. Il y a un axe qui est sur la typologie des formes que les guerres ont laissées. Et on se rend compte que chaque guerre a ses formes propres de retranchement, de défense. Pour nous, c'est important pour pouvoir les identifier quand on n'a pas de documentation écrite, de reconnaître ces formes. Un autre exemple de fortification, je vais passer plus vite parce que Pierrick reviendra sur la ligne Chauvinot, mais pour vous montrer que ça ne se passe pas que sur le mur de l'Atlantique, la ligne Chauvinot est beaucoup moins connue, c'est pour le coup une ligne de défense française qui est érigée, pour vous situer sur la carte, ici on est dans le Val d'Oise, ici on passe dans l'Oise et puis on revient en Seine-et-Marne, donc 130 km avec des abris bétonnés, des fossés anti-chars, quelque chose qui est construit à partir de l'entrée en guerre. Il y a quelques travaux
qui sont très érudits sur ce système défensif, mais qui restent assez discrets, qui n'a pas arrêté les armées allemandes, sur lesquelles il y a eu quelques combats, et qu'on retrouve dans le cadre d'opérations préventives. Je mets ça déjà pour vous montrer une autre forme. Ici, c'est donc un fossé anti-char qui traverse l'ensemble de la fouille, et donc qui a impacté les niveaux antérieurs. Et c'est aussi intéressant au sens où cette fouille date quand même peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, où il y a des occupations mésolithiques depuis le Mésolithique jusqu'à nos jours, et la responsable d'opérations qui était mésolithicienne, pour autant, a enregistré ce vestige très récent de la même manière, avec les mêmes méthodes que pour toutes les autres périodes. Et pourquoi on enregistre ça? Parce qu'on le détruit en le fouillant. Donc, c'est ce qu'on appelle la sauvegarde par l'étude. Pour encore finir peut-être sur les systèmes de défense, ici on est en Île-de-France, à l'est de l'aérodrome de Bruyères-sur-Oise, et pour aussi vous montrer une autre forme de matériaux, de sources à nos archéologies. Je vais aller vite parce que Pierrick, tu vas parler aussi de photographie aérienne. On a la photo-interprétation, on voit sur le cliché de gauche les impacts de bombes, et quand on zoome un petit peu, on voit ici une forme en zigzag. Sur une autre photo, on voit qu'il y a un zigzag qui repart vers l'arrière. Et en fait, ça participe d'un vaste système de défense de l'aérodrome de Bruyères-sur-Oise pendant la Deuxième Guerre mondiale, tel qu'il a été mis en œuvre par les Allemands. Alors, ce n'est pas d'après la photo qu'on sait que c'est les Allemands qui ont fait ça. Notre travail, c'est aussi de croiser avec toute la documentation disponible. Et il se trouve que pour les aérodromes, on a un document américain où on a un détail précis de toutes les infrastructures, les pistes, les éléments défensifs. Et donc, l'aérodrome de Bruyères-sur-Oise est bien inventorié avec un large système de tranchées défensives qui l'entourent. Je vais passer parce que je n'ai pas le chronomètre, donc il faut quand même que je ne traîne pas trop pour laisser parler Pierrick. Ça, c'était encore pour illustrer. On est toujours à Bruyères-sur-Oise, une autre source archéologique qu'on va interpréter. Les photos de 1944, ça aussi, Pierrick, tu vas en parler, donc je vais passer. Et si on zoome, on se rend compte, là, on était tout à l'heure à l'est des pistes de Bruyères-sur-Oise, là, on est à l'ouest, et on a ici une nouvelle forme de tranchée qui relève peut-être d'une autre fonction. Ça, c'est des questions qu'on se pose et qu'on creuse, notamment dans le cadre du PCR francilien, mais pas seulement. Il y a plusieurs groupes de travail dans plusieurs régions de France qui font avancer ces problématiques. Autre thématique, l'archéologie des combats ou des champs de bataille. Alors ça, c'est pour vous présenter rapidement encore une autre manière d'intervenir. Le DRASM, le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marine, qui dépend du ministère de la Culture, a été sollicité, pareil, dans le cadre du classement des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ils ont recensé d'abord, ils ont fait une recension bibliographique parce qu'il y a eu beaucoup de plongeurs canadiens, anglais, américains qui ont travaillé sur ces vestiges depuis la fin de la guerre pour essayer de les recenser, les inventorier. Et ce premier inventaire bibliographique a permis de remarquer pas mal d'incohérences dans les positionnements. Donc de là, le DRASM a lancé un vaste programme de détection au sonar, complété par des vérifications en plongée. Ça leur a permis de recenser, j'ai noté le chiffre parce que je ne l'ai pas tous retenu, 150 sites archéologiques sous-marins. Je vous montre, hein, ça c'est des données que j'ai trouvées sur Internet qui sont aussi accessibles. Donc pour aller plus loin, ça peut se retrouver. Bon, soit dit en passant, on voit ici les vestiges du port d'Arromanches. Donc ça, c'est des fiches de prospection hein, du DRASM. Vous voyez qu'après, ils vont contrôler leurs informations au plongée pour localiser très exactement les épaves diverses, soit des bateaux, ça c'est un bateau de transport, ou des chars Sherman, par exemple, qui ne sont pas arrivés jusqu'à la côte, les chars amphibies. C'est un des deux chars anglais qui a coulé. Un des deux chars anglais qui a coulé, ils en ont sauvé plus d'une trentaine, les Anglais, alors que les Américains en ont perdu beaucoup plus. Cette recension, ces inventaires du DRASM, c'est aussi un moyen de protéger ces vestiges,
de les sauvegarder par l'étude, parce que vous imaginez bien qu'ils se corrodent, qu'ils se détruisent au fil du temps. Et aussi de les localiser, de les faire connaître, c'est de sensibiliser tous les acteurs locaux, et notamment les plongeurs, à ce patrimoine commun. Et c'est aussi important pour limiter ou prévenir les risques de pillage, dont sont souvent la cible les sites archéologiques en général, mais peut-être encore plus particulièrement les sites liés aux conflits contemporains. Donc l'archéologie du débarquement encore, là, appréhendée par des diagnostics. Alors on est à Ranville, toujours en Normandie, dans le Calvados. C'est un des sites d'atterrissage des planeurs dans la nuit, la veille du débarquement. Donc étudié par un diagnostic qui se localise ici, en fait. Il y en a eu 2. Et puis ça, c'est la resituation approximative des planeurs d'après les photos aériennes et les tranchées de diagnostic. Alors on va retrouver tout un tas d'éléments liés aux planeurs, d'éléments liés à ce qu'ont laissé les soldats sur place. Alors, on est quelque part à l'est, pas loin de Pegasus Bridge. L'intérêt, c'est pas, on le sait qu'il y a des planeurs à cet endroit-là qui ont atterri et qu'il y a des soldats qui sont battus. Par contre, là où ça va nous intéresser, c'est quand on va toucher au quotidien de ces soldats qui vont être là et qu'on retrouve des fragments de toiles de planeurs qui sont redécoupés et repositionnés comme des tapis de sol au fond des trous d'hommes pour essayer de se calfeutrer, puisqu'ils sont restés quelques temps, je crois, les parachutistes, là, quelques jours à quelques semaines, et donc essayer d'améliorer un petit peu leur quotidien avec des adaptations et des réemplois de ce qu'ils ont autour d'eux. Alors, on est toujours en Normandie, il y a beaucoup d'exemples normands, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Donc, on est à Fleury-sur-Orne, là, on est après la bataille de Caen, juste au sud de Caen, avec des fouilles. Ça, ce sont des emprises de fouilles, voilà, par petits morceaux, sachant que c'est une fouille qui a été prescrite pour des vestiges néolithiques monumentaux, mais qu'il y avait aussi une partie dans la prescription de fouilles qui disait qu'il faut s'attacher à l'étude des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qui est intéressant, entre autres choses, sur ce site, c'est qu'on a plusieurs occupations militaires successives sur un temps très court. Donc, des dispositifs allemands de DCA. Ensuite, on passe à l'arrière, il y a la ligne de front est à peu près 2 km au sud. Donc, tous les petits points rouges que vous voyez pour cette période-là, de mi-juillet à début août 44, la crête de Verrières, c'est essentiellement des trous d'hommes. Et dans ce secteur aussi, avec des plus gros points rouges, où c'est aussi des creusements, mais qui sont un petit peu plus gros. Donc, je ne vais pas tout vous dire sur cette fouille, mais pour filer l'exemple des trous d'hommes, voilà à quoi ça ressemble. Donc, évidemment, ça laisse beaucoup de mobilier. Il va y avoir une sorte de typologie des trous d'hommes encore, qu'on va essayer d'inventorier, qui sont souvent conformes à des modèles réglementaires. Donc, un trou d'homme simple, vous avez l'échelle, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et puis des abris, qui sont ceux de la zone que je vous montrais tout à l'heure avec les plus gros trous, qui sont vraiment très localisés dans un espace, qui sont plus profonds, plus spacieux, on y accède par des marches. Dans les remplissages, ça a été fouillé bien sûr, c'était rempli de terre et d'objets. Il y a des éléments, des récupérations de rails de chemin de fer, de tôles, de choses qui servaient à couvrir donc des trous d'hommes plus importants. Et en croisant les sources et l'analyse du mobilier, je ne sais pas si vous avez arrivé à distinguer dans le fond, on trouve des bouteilles de vin. Dans les petits trous d'hommes, on trouve des bouteilles de bière. Dans les grands trous d'hommes mieux aménagés, on trouve des bouteilles de vin. Et on retrouve une forme de, confronté à d'autres sources, une distinction sociale alors au sein des militaires dont témoigne la forme des infrastructures et le mobilier. Et on aurait donc plutôt un espace lié à la hiérarchie et puis un espace lié aux soldats. Ça m'a fait penser au camp militaire de Louis XIV qu'on avait fouillé il y a quelques années, en 1670, où on avait encore cette distinction entre aménagement de cantonnement un peu plus spacieux, un peu mieux aménagé, et mobilier plus riche, et des structures un peu plus simples, avec un mobilier moins abondant, qui nous a permis, en croisant ça avec aussi les sources écrites, de distinguer les espaces réservés aux officiers
et ceux réservés à la troupe. Vous me dites quand je suis trop long, parce que je vais accélérer un petit peu, changer de thématique et vous exposer une autre méthode. Et ça aussi, Pierre, tu vas parler de LIDAR, donc je vais vite. LIDAR, c'est un acronyme anglais, un système de détection par radar qui permet de détecter les vestiges en forêt, sachant que en forêt, bien souvent, les infrastructures ne sont pas rebouchées, contrairement aux endroits de plaine, aux endroits de culture. Quand on rebouche les trous d'hommes, en forêt, ils restent tels quels, parce qu'on n'a pas la nécessité de les reboucher. Donc la technologie LIDAR permet, par un système de radar, de laser, de traverser le couvert végétal et d'enregistrer les creux, les bosses, les reliefs, les micro-reliefs ou macro-reliefs qui sont conservés dans les sols après un traitement des images. Donc j'accélère pour dire que ici, c'est la thématique des infrastructures logistiques où on retrouve d'une part, donc on est toujours en Normandie, en forêt d'Andenne à l'arrière du front, avec des infrastructures liées au stockage de munitions et des infrastructures liées au stockage de carburant. Les archéologues, là c'est encore du travail qui est réalisé dans le cadre du PCR, Patrimoine des vestiges archéologiques en Normandie, de la Deuxième Guerre mondiale. Ces interprétations des images LIDAR sont bien sûr croisées avec des prospections pédestres en forêt, des enregistrements topographiques et le dépouillement de sources d'archives d'époque pour valider ou pas l'interprétation des vestiges. Ce n'est pas seulement le trou qui va nous dire à quoi il a servi, mais la confrontation des sources. En termes d'infrastructure, et toujours en Normandie, cette fois-ci dans la Manche, des choses qui sont construites en 43, 44 et qui sont des installations de confort ou de loisirs ou destinées aux troupes allemandes et qui marquent encore donc durablement les paysages normands. Ici, des sanitaires, c'est pas un urinoir, hein. Il y avait un système avec un robinet et puis c'est une rigole pour recueillir l'eau pour faire sa toilette. Un cours de tennis et puis ici une piscine qui n'a pas été détruite en forêt. Pour illustrer un peu la diversité aussi des vestiges qu'on peut rencontrer dans le cadre de nos activités. Classé au rang des infrastructures logistiques, alors le LIDAR, ça je vous ai dit, cette image qui est assez impressionnante, je trouve, où vous distinguez sûrement ce cercle absolument parfait de un peu plus de 400 mètres de diamètre avec quelque chose d'un peu plus ellipsoïdal au milieu. On se trouve à l'ouest c'est pas la forêt de Fontainebleau, c'est un peu à l'ouest, la forêt des Trois Pignons, c'est dans ce secteur-là. Ça, c'est les collègues de l'ONF qui font un gros travail d'interprétation des lidars et qui prospectent pour toutes les périodes pour préserver les vestiges en forêt. Il s'avère que cet ovni n'est pas du tout une aire d'atterrissage de soucoupe volante, mais une cible d'entraînement au bombardement qui a été construite pendant les Allemands. Donc, en forêt, ça se matérialise, cette élévation que détecte le lidar par des murets en pierre sèche, et on retrouve in situ des bombes factices qui ont une âme métallique et qui sont couvertes de béton. Voilà les traces qu'on peut aussi retrouver en forêt. Autre thématique, l'archéologie des camps de prisonniers. Je vous ai dit en introduction que c'était une des premières thématiques qui avait alimenté des prescriptions de fouilles. Là, je vous ai fait une carte rapidement des opérations archéologiques préventives qui ont concerné des camps de prisonniers. En bleu, c'est les camps de prisonniers allemands. Et en rouge, ici, c'est des stalags. Et ici, c'est un camp très temporaire qui a fonctionné à l'été 1940. Question de méthode aussi, et pour voir en quoi la portée de nos observations est loin d'être significative d'une réalité historique. On dit souvent que les cartes archéologiques ne sont qu'une carte des opérations archéologiques. Je vous ai mis, c'est peut-être un peu petit, mais ça, c'est un collègue qui a cartographié tous les stalags en France. Donc, on voit qu'on en connaît archéologiquement 2, alors qu'ici, il y en a beaucoup plus. Et de même pour les camps de prisonniers allemands. Ça, c'est
issu d'une publication qui se retrouve aussi sur Internet, sur une synthèse sur les camps de prisonniers fouillés en Normandie. On voit qu'il y en a beaucoup et qu'on en connaît peu. N'empêche que, archéologiquement, on en connaît peu. Et historiquement, au final aussi, parce que ce qui s'avère de commun, j'ai regardé les rapports des collègues qui ont fait ces opérations, une des choses qui est assez remarquable, c'est que ces camps ont totalement disparu de la mémoire locale collective. Quand ils interrogent, ils mènent des enquêtes de terrain, même auprès des associations historiques. La plupart du temps, le souvenir en est très ténu, sinon totalement absent. Et donc l'archéologie vient faire ressortir ce... Qu'est-ce qu'on va rencontrer donc dans ces camps? Des structures d'hébergement, plus ou moins individuelles. Ils étaient peut-être ici, ça fait à peu près 2 mètres par 4 ou 5 mètres, ce qu'on appelle en archéologie des fonds de cabane. Donc on en retrouve des alignements. Ici, la glacerie, je vous ai dit, c'était la première fouille préventive sur un camp de prisonniers, un morceau de camp de prisonniers, avec ce qu'on n'oserait peut-être pas appeler un élément de confort, mais un petit poêle bricolé pour essayer d'améliorer leur quotidien. Et puis aussi sur un autre camp, on retrouve ce même système de fond de cabane. Il faut envisager des couvertures légères, des abris exigus et un peu abrupts, encore qu'un peu inconfortables. Encore qu'on est ici sur des camps de travailleurs qui sont a priori beaucoup mieux lotis que les camps de transit. Parce que dans ces camps de travailleurs, il y a moins de monde. Et ils ont des conditions un peu moins violentes que les camps de transit, où c'est des milliers et des milliers de prisonniers qui sont entassés. C'est des camps de prisonniers allemands, bien sûr, ces deux-là. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si je l'avais précisé. Donc, des infrastructures plus ou moins individuelles et aussi des infrastructures, oui, je vous disais, on fouille une partie d'un camp de prisonniers. Vous voyez ici, ça fait des hectares. Sur une photo aérienne de 1944, le camp de prisonniers, c'est tout ça. Et ça, c'est les fouilles de Fleury-sur-Orne dont je vous parlais tout à l'heure, où on a une archéologie donc, du champ de bataille, mais aussi un tout petit bout d'archéologie d'une annexe de ce camp de prisonniers, donc sûrement peut-être plutôt un camp de travailleurs. En août 1944, à la fin de la bataille de Normandie, il y a 250 000 prisonniers allemands. En fait. Donc a priori, les Alliés ne s'y attendaient pas à en avoir tant, et ils ont dû gérer un petit peu dans l'urgence, d'où des camps très bien organisés, on le voit ici, hein, par l'eau, et puis des camps annexes parce qu'il n'y a plus de place. Et puis des infrastructures, j'allais dire pas improvisées. Alors pour vous dire, là l'image est un peu petite, mais ce qui a été détecté en fouille sont une série de trous de poteaux. Donc c'est simplement des empreintes de poteaux qui permettent de restituer l'ossature d'un bâtiment. Et à ce bâtiment a été associé un système de canalisation, d'évacuation d'eau, ce sont les deux traits bleus qu'on a là, et qui nous permettent donc d'interpréter ce bâtiment comme un bâtiment à usage collectif, et vraisemblablement des sanitaires. Et pour vous montrer l'adaptation justement à l'urgence, ce système de canalisation a été construit en caisse de munitions, voilà, abandonnées, utilisées. Ils se servaient de pas mal de munitions, il leur restait leurs caisses vides, et ben elles sont mises bout à bout, et percées bien sûr, et calées par des bouteilles de bière. Voilà, afin de pouvoir construire ce système d'évacuation des eaux. Donc voilà un peu ce qu'on touche en archéologie au plus près de ceux qui ont vécu ces combats-là ou ces internements-là. Un autre camp de prisonniers à Miramas, donc là dans les Bouches-du-Rhône. Alors ça c'est une photo aérienne de 1947. Donc on voit l'immensité du camp de prisonniers et ici l'emprise de la fouille archéologique. Donc on n'a qu'une part. Et ici des équipements collectifs. Les gros carrés rouges, c'est des a priori douches, lavabos, etc. sanitaires, et les petits rectangles sont des latrines. Donc archéologiquement ça ressemble à ça. On retrouve une latrine ici qui a bien sûr été vidée, mais qui au moment de l'abandon du camp, a été rempli de tout le mobilier, comme s'ils avaient balayé l'ensemble de cet espace.
et reboucher la latrine avec, ce qui nous donne des quantités astronomiques de mobilier. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que il y a aussi des articles pour aller plus loin, mais évidemment, chacune de ces fouilles permet d'obtenir du mobilier qui va nous renseigner sur le quotidien sanitaire, les médicaments, le quotidien alimentaire, le quotidien vestimentaire. Voilà, tout un tas de problématiques qu'on va pouvoir étudier au travers de ces vestiges. Je vais retenir juste un cas, ou un exemple en tout cas, d'une étude numismatique. Alors, l'image se lit d'abord à droite. Sur ce camp de Miramas, il y a eu 208 monnaies, dont la majorité ont été retrouvées dans les latrines, donc issues du nettoyage du camp à la fin de son occupation, qui est, je ne sais plus, 46, 47, 46 probablement. Donc, ce n'est pas des monnaies perdues parce qu'elles ont été retrouvées ensemble. On voit ici associé à un porte-monnaie. Ici, elles sont collées entre elles. Sur celle-ci, il y a des traces de tissu, matière périssable. Ça veut dire qu'il y avait un contenant. Donc, ce n'est pas des monnaies perdues, mais c'est des monnaies vraisemblablement qui ont été abandonnées. C'est le numismate qui a fait l'étude qui dit ça. En archéologie, il y a des spécialités pour chaque type de mobilier, de matériaux. Donc, pas des monnaies perdues. Et quand ils confrontent la masse monétaire, les grandes images, ça c'est la masse monétaire en circulation, de monnaie française en circulation en France à la Libération. Eh bien, dans le camp de Miramas, il n'y a que ces monnaies-là qui circulent. Ça, ce sont les monnaies allemandes qui circulent en France à la Libération. Et dans le camp de Miramas, il n'y a que ce petit lot-là de monnaies. Les monnaies sont assemblées avec ces monnaies-là qui circulent. Donc, ce qu'il faut y voir, c'est un système de monnaie de camp. L'archéologie ne révèle pas le système des monnaies de camp. C'est quelque chose qui est connu des historiens, qui est réglementé par l'administration française aussi. Et dès la Première Guerre mondiale, il y a un système de monnaie de camp. Il y a des exemples de billets qui sont édités spécifiquement, et puis c'est écrit monnaie de camp. Pour les prisonniers, c'est juste pour acheter à la cantine du camp duquel ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ne peuvent pas l'utiliser à l'extérieur. Mais ici, donc, dans ce camp qui est géré par les Américains à Miramas, il semble qu'il y ait vraiment une recomposition de la masse monétaire avec ce qui leur restait sur place pour recréer une monnaie de camp à partir d'une sélection des monnaies en circulation. Et il semble, on a des éléments de comparaison, je vous ai montré la carte tout à l'heure, il y a une fouille à Bethny, d'un tout petit bout de camp de prisonniers, également géré par les Américains. C'était un centre logistique américain, un des plus gros au monde pendant la Deuxième Guerre mondiale a priori, où les prisonniers, des milliers de prisonniers étaient encadrés par quelques centaines de soldats américains pour la logistique, le fret, enfin, la réparation du matériel. Ce système d'assemblage monétaire a été retrouvé aussi à Bethny a priori. Donc là, on touche quelque chose qui ressort pas vraiment par ailleurs. Camp de prisonniers, j'avance encore. Est-ce que vous savez depuis combien de temps je parle? C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il faut que je laisse la parole à Pierrick. Un autre exemple dans les camps de prisonniers, donc un corps de ferme associé à un château du 19e, juste pour illustrer. Donc je passe ça aussi, vous pouvez trouver en ligne Jean-Pierre Legendre, Vendeuvre les Nancy, camp de prisonniers, juste pour illustrer une autre source qui nous permet de toucher le quotidien des prisonniers. Les murs étaient couverts de dessins faits par les prisonniers. Ça illustre quoi? Les prisonniers attablés, c'était un camp de travailleurs. Ici, sur son petit papier, il y a écrit menu et on s'aperçoit que le menu est vide. Et qu'ici, l'autre petit prisonnier porte un petit pot avec écrit Lemon dessus. Et dans la fouille de cette maison, beaucoup de petits sachets de boissons lyophilisées Lemon ont été retrouvés. Donc une figuration des prisonniers par eux-mêmes, un témoignage, et cette alimentation qui provoque vraisemblablement quelques problèmes, puisqu'on le voit courir en se tenant le ventre avec un rouleau de papier toilette dans sa main. Donc vraiment l'expression d'un quotidien, ici c'est l'isolement bien sûr, hein. Ça c'est deux dessins qui sont face en vis-à-vis avec trois femmes qui disent nous sommes trois femmes et il n'y a pas d'hommes. Et en vis-à-vis de l'autre côté de la porte, trois hommes qui disent, je vous passe la traduction en allemand, mais
3 hommes qui voient de loin ces jeunes femmes, mais qui ne peuvent pas faire autre chose que les voir de loin. Et ce dessin, qui est là, extrait d'un dessin animé, duquel je n'ai pas retenu le nom, mais qui a été projeté aux prisonniers allemands afin un peu de les rééduquer, ou les dénazifier, en tout cas les réimprégner d'une culture démocratique. Alors je vais aller très vite sur la défense passive. Ça, c'était des exemples franciliens pour vous montrer la diversité des formes qu'on trouve en Île-de-France, parce qu'on travaille là-dessus à la synthèse et à savoir pourquoi un coup on va avoir un truc en béton, un coup un truc en zigzag. Je passe, je suis trop long. La défense passive, ici, c'est à Metz. Il y a un article en ligne de Michael Landolt. Mais ça, c'est des choses qui sont toujours visibles, mais qui sont en train d'être détruites. C'est les indications des abris de défense passive. Ça, abri français. Puis ça, c'est la signalétique allemande. C'est des flèches phosphorescentes. Donc là, il y a un travail d'inventaire en cours, plus largement aussi en Lorraine, sur ces choses qui sont encore un peu préservées, mais qui disparaissent avec les réaménagements urbains. Ah oui, ça, j'aurais bien aimé vous l'expliquer un peu plus. Il y a une vidéo en ligne, Fleury-sur-Orne, carrière de prisonnier. Ça a été occupé pendant 2 mois au sud de Caen, une carrière de réfugiés civils où ils ont laissé sur place tous leurs objets. Ces objets sont tous pointés en topographie. L'abri a été entièrement relevé en photogrammétrie qui permet de générer un modèle 3D. Les objets sont replacés par type d'objet. Et ici, quand on replace tous les éléments liés à de la construction, comme des sardines, des fers à béton, des planches, ça permet de restituer des espaces. Et en fonction du mobilier qui est cartographié dans ces espaces, ici, on va avoir des têtes de poupées. Ici, on va avoir des médicaments. Dans un autre espace, des choses liées à l'alimentation. Il se trouve que dans ce secteur-là, avec le témoignage d'une dame qui avait été enfermée, effectivement, on peut restituer l'espace qui était occupé par un docteur, où il y avait 2 dortoirs pour les enfants, où on retrouve plutôt les têtes de poupée, un endroit où il est soigné, où on retrouve le médicament. Donc nous, ça nous permet aussi d'éprouver nos méthodes et nos techniques et de savoir si avec les objets, on les fait trop parler ou pas. Et là, pour le coup, la confrontation de tout ça, de la méthode d'acquisition des données, nous permet aussi de vérifier nos modèles et nos pratiques. Je finis sur cet acte de résistance à Gennevilliers, un dépôt monétaire qui a été trouvé au cours d'une fouille préventive, donc 1432 monnaies en cupro-nickel qui sont démonétisées, qui n'ont plus de valeur financière, mais qui ont été enterrées quand même. Elles ont été frappées entre 1917 et 1938, donc enterrées a posteriori, donc vraisemblablement pendant la guerre. Et ce geste-là peut être, ces monnaies étaient récupérées pour le métal pour être réutilisées par les Allemands, et donc il a été caché intentionnellement. Ici, on a la trace du contenant dans lequel ont été enterrées ces monnaies. Ça fait écho à quelque chose que j'ai lu chez Olivier Viviurca, qui parle d'une émission de la BBC qui appelle à planquer les sous sur l'air de, savez-vous, planter les choux. Je m'arrête là. Pierrick, j'ai été beaucoup trop long. Je te donne ma place et le micro. Merci Gwenaël. Est-ce qu'on m'entend bien? Écoutez, vous voyez la richesse de cette problématique. Hein. Merci Gwenaël de me passer la parole. Je sais que tu aurais pu parler encore longtemps. Non, mais c'est important de voir justement que ces vestiges des conflits contemporains, et plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale, sont maintenant découverts chaque année, hein, notamment, comme tu l'as précisé, à l'occasion d'opérations d'archéologie préventive. Donc, ces couches, vous l'aurez compris, archéologiques, qui correspondent parfois juste à un moment, hein, l'histoire d'un site, sont maintenant bien intégrées par les archéologues dans des problématiques scientifiques. On a parlé plusieurs fois de programmes de recherche. Donc, actuellement, comme l'a cité Gwenaël, les principaux contours en sont dessinés en région Île-de-France et s'en va voir par un programme collectif de recherche hein, qui est soutenu par le ministère de la Culture et coordonné par Gwenaël. Pour le département du Val d'Oise, cette thématique de recherche constitue notamment la continuation et l'accentuation de dynamiques mises en œuvre par des archéologues. Ils avaient subséquemment étudié et valorisé les données du camp tranché de Paris, notamment au forêt de Montmorency, avec la découverte de milliers d'ouvrages militaires destinés à la défense de la capitale. Ici, dans le cadre de cette soirée culturelle, il s'agira, dans le cadre du développement de ces recherches,
de présenter surtout les dynamiques mises à l'œuvre en Île-de-France et plus particulièrement dans le Val d'Oise, pour comprendre l'existence historique et archéologique de la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement l'occupation allemande et la façon dont elle a modifié le contrôle des espaces une fois incorporé à son territoire militaire. Par conséquent, vous l'aurez compris, le fil conducteur, c'est l'espace, donc la géographie, et d'où ma participation, puisqu'il s'agira de parler d'archéogéographie, terme utilisé en archéologie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, cette discipline rare étudie donc l'organisation de l'occupation du sol et sa dynamique dans la longue durée, donc vraiment de la préhistoire à la période contemporaine. On va s'arrêter à la période contemporaine pour ce soir, en relation avec d'autres disciplines, évidemment, comme l'histoire, avec une méthode processus simple qui se fait par l'analyse morphologique de la planimétrie, c'est-à-dire le produit de toutes les actions des sociétés à la surface de la Terre, que ce soit les routes, l'habitat parcellaire, avec comme documentation extrêmement hétérogène, avec les plus classiques cartes anciennes, photographies aériennes, aux plus modernes, comme déjà évoqué, le LIDAR. En définitive, par rapport à ce que présentait Gwenaël, c'est une approche complémentaire parce qu'elle permet de surmonter un verrou scientifique qui est important en archéologie, qui est de sortir en fait de l'émiettement des découvertes, notamment en archéologie préventive. Vous voyez qu'on avait un petit morceau de camp sur certains sites, avec des données aussi particulièrement maintenant nombreuses, qui sont souvent hétérogènes et dispersées. Donc là, vous voyez la carte des sites concernant la Seconde Guerre mondiale dans le Val d'Oise, avec deux principaux sites que je vais évoquer rapidement, qui est le premier, donc l'ancien sanatorium d'Incourt, qui a servi de camp de détention au départ pour les militants communistes, exclusivement les hommes, puis qui est devenu un camp de femmes qui ont été ensuite déportées à Ravensbrück, avec encore une bizarrerie pour ce patrimoine, c'est-à-dire que le site est protégé depuis 1999, mais au titre de son architecture, sans aucune mention justement de son utilisation comme camp durant la Seconde Guerre mondiale, malgré le travail important qui est porté par les associations. L'autre vestige, c'est juste à côté Artis, deux chevaux en connexion anatomique qui ont été enterrés dans une fosse. Pour revenir sur un cours, c'est un centre de séjour surveillé qui va être créé dès le 5 octobre 1940. Comme vous le voyez, il est isolé sur le plateau du Vexin, ce qui évitait aussi de nombreuses visites aux internés, mais aussi rendait particulièrement difficile son ravitaillement. Pour se rendre compte des conditions, le bâtiment en rouge entouré, c'est le seul qui va être utilisé. Il était destiné au départ à abriter 150 hommes malades. Lors de visites, on sait qu'en le 3 février 1942, il y aura jusqu'à 425 hommes dénombrés et jusqu'à un effectif atteint de 679 internés qui seront gardés par 4 pelotons de gendarmes. Et bien sûr, le camp est entouré d'un réseau de fils barbelés de 6 mètres de largeur et surveillé par des sentinelles dans des guérites. L'autre site, découvert lors d'une fouille archéologique qui n'avait pas pour vocation à découvrir des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, c'était les fragments, comme vous voyez, de mobilier archéologique, une grenade incendiaire de l'armée allemande, dite Brandflasche, découvert sous les squelettes en fait, de chevaux. Et c'est ce témoignage qui a permis de rattacher ces restes à un événement survenu en 1944. En fait, ces animaux ont péri dans l'attaque menée par des résistants locaux le 21 août contre une brigade hippomobile allemande. Et du coup, c'est le témoignage archéologique de ce fait historique. Et malheureusement, à quelques kilomètres de là, un monument rappelle les 15 otages qui ont été fusillés le lendemain dans un champ à charbon. Donc, vous l'aurez compris, archéographe au service départemental d'archéologie du Val d'Oise, l'intervention sera essentiellement sur ce département, avec un petit rappel nécessaire. Hein. Évidemment, le Val d'Oise, c'est un jeune département, il ne correspond pas au territoire vécu et administratif de la Seconde Guerre mondiale, puisque autrefois, c'était un territoire qui appartenait à Seine-et-Oise, et c'est par la loi du 10 juillet 64 qu'aux anciens départements de Seine et Seine-et-Oise, évidemment, succède le département commune de Paris, et puis 6 nouveaux départements. Dans le cadre du projet de recherche que coordonne Gwenaël, justement, on a essayé de restituer quel pouvait être justement ce paysage en guerre et ce paysage de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Et pour ça, on s'est appuyé sur beaucoup de ressources et de sources, aidées aujourd'hui et surtout dans un contexte de confinement par des ressources en open data, hein, c'est-à-dire utilisables par l'ensemble des chercheurs.
avec évidemment premier usage qui va être les photographies aériennes historiques, hein, qui permet en particulier d'identifier nettement les bombardements. Ici, vous avez les carrières de Nucourt qui ont servi du coup de lieu de stockage pour les V-Weapons, donc les armes V1 et V2. C'était le 3e site le plus important d'Europe. Et vous voyez que le bombardement stratégique touche plus largement les communes alentours. Ne serait-ce que pour ce raid aérien, c'est 1591 impacts de bombes qui peuvent être dénombrés, avec, comme vous le voyez, le village qui subit aussi des dommages collatéraux. Des ressources d'autres institutions que ces fonds issus de la Royal Air Force ont pu être utilisés. Là, on est du coup du côté des États-Unis avec National Archives and Records Administration, où c'est un autre raid aérien. Celui-ci aura lieu le 22 juin 1944. Vous avez une photo avant le bombardement, pendant le bombardement, et ce qui est noté autour de ce cercle noir que l'on voit ici, c'est l'effondrement du ciel de carrière. Malheureusement, on le sait par l'archéologie, ça peut impacter en fait le site de stockage. Et ce qui a été beaucoup plus efficace en réalité, c'est le bombardement des sites de rampe de lancement des missiles. Autre base très importante, faite par l'équivalent du service historique de la défense américain, c'est la base Theater History of Operations qui a été mobilisée. Donc, l'acronyme, c'est THOR. Et cette base-là, en fait, est une base de données qui part de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre du Vietnam et qui recense toutes les informations et rapports de mission liés au bombardement, et notamment les rapports de mission papier de la Seconde Guerre mondiale. Comme ça a permis aussi de pouvoir dénombrer les 125 missions de bombardement, et je tiens à mission puisque parfois certaines sont annulées pour des raisons météorologiques, mais en tout cas, ça permet d'identifier nettement dans ce paysage de guerre quels sont les sites stratégiques identifiés par les Alliés qui, à partir de cette période-là, avaient la suprématie des airs. Évidemment, pour revenir au territoire français, d'autres sources sont utilisées, comme celle mise à disposition par le service historique de la défense pour l'ensemble des chercheurs. Et là, vous avez donc l'utilisation du fichier d'état civil militaire de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il y a également le fichier des victimes collatérales civiles des combats et autres actes de terre. Et ces bases de données, une fois utilisées avec un outil de type SIG, donc système d'information géographique, permet de comprendre quelles sont les victimes des différentes opérations et faits militaires qui sont déroulés ici dans le cadre du Val d'Oise, avec ici pour l'année 1940, donc l'ensemble des morts militaires, morts pour la France. En 1, ce qui est notifié, c'est durant la bataille ou campagne de France, dès le 21 mai au 26 mai, le bombardement de Pontoise, qui a fait plusieurs morts tués lors des bombardements. Et puis, à l'Isle-Adam, ici, entre le 10 et 12 juin 40, c'est une vraie épreuve du feu qui va avoir lieu dans ce secteur pour la défense et le franchissement de l'Oise. Il y aura donc des violents combats qui se déroulèrent entre la 8e division allemande et les troupes françaises de la 13e division. 13e division déjà bien éprouvée puisqu'elle avait dû se replier après des combats sur la Somme entre le 5 et 6 juin 1940. Et ils avaient à ce moment-là pour ordre la défense d'interdire le passage de l'Oise. Donc des centaines de morts dans ce secteur-ci, et notamment le 8e régiment de tirailleurs marocains qui a eu beaucoup de morts dans ce secteur. Donc on peut également travailler sur qu'est-ce que c'est que résister en Val d'Oise occupé. Donc ici, à partir de cette même base, en noir, vous avez donc les résistants fusillés, auxquels il faut associer aussi 11 patriotes fusillés dans les carrières de l'Isle-Adam. Et puis, ce que vous avez sous ces symboles de flammes, les différents combats, en tout cas résistants, tombés comme étant tués au combat. Donc ça permet aussi de comprendre, durant cette phase de la Seconde Guerre mondiale, quelles sont les poches de combat sur le territoire. Comme vous le voyez, quelles que soient les données, le Vexin finalement français est peu touché. On retrouve évidemment les lieux stratégiques de passage autour de l'Oise et puis les zones urbaines, hein, puisque Argenteuil est dans cette zone-là. Dernière ressource, évidemment, toujours dans cet aspect source ouverte, les données issues de l'IGN. Donc ici, on est toujours à l'Isle-Adam. Donc on a évoqué du coup le passage défendu de l'Oise
ici. Et ici, il s'agit du bois de Cassan dans la forêt. Comme vous le voyez, rien ne présage à des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on utilise en fait une des bases de données mises à disposition en flux et en données libres dans le cadre de missions de service public, on obtient cette donnée qu'on appelle modèle numérique de terrain, donc qui est les données altimétriques. Ici, la chance que l'on a, puisqu'on est au bord de l'Oise, c'est des données faites par laser aéroporté, comme le disait Gwenaël. On balaye le sol au laser pour s'affranchir du couvert végétal, ce qui permet de restituer l'ensemble du micro-relief. Lorsque l'on passe par le traitement de l'outil SIG, déjà évoqué, on découvre en fait la mise en place, à partir de 1943, d'un dépôt sous le contrôle de la Luftwaffe, donc sous le couvert forestier que vous voyez, que vous avez vu juste avant, qui est installé du coup dans le bois. Alors non seulement, vous voyez sur cette carte à grande échelle, où finalement, sur à peine 500 mètres, c'est des milliers de vestiges qui sont identifiables. Il s'agit donc de bâtiments en U, en briques et béton semi-enterrés, qui servaient d'approvisionnement de nouveau aux missiles Lynx, au stockage de munitions et aux torpilles marines, mais encore le site était protégé par des réseaux de barricades. Et là, vous avez aussi le réseau ferré avec les kits de déchargement. Donc, un ensemble de données qui nous permet de restituer justement l'impact que pouvait avoir sur le territoire la Seconde Guerre mondiale, avec, vous l'aurez compris, comme résultat, effectivement, beaucoup de cartographie pour exprimer les résultats obtenus. Mais il ne s'agit pas d'une simple spatialisation, c'est aussi une manière issue hors des travaux de terrain de redécouvrir l'ensemble du fonctionnement de systèmes, et notamment d'un système défensif français qui est la ligne Chauvinot. Donc, c'est un objet d'étude qu'on mène au sein du programme, avec comme l'avait déjà évoqué Gwenaël, on a peu de choses finalement en termes de savoir académique sur cette fortification française. Les gens connaissent beaucoup Chauvinot. Non, en fait, c'est Maginot qui ressort. Aucune entrée en général dans les dictionnaires sur la Seconde Guerre mondiale. Donc la bibliographie est très mince, en dépit de travaux évidemment pionniers de Philippe Bescard. En bref, pour ceux qui ne connaissent pas, la ligne Chauvinot vient en complément de la ligne Maginot. Elle s'est développée vraiment dans le projet d'une ligne de défense secondaire autour de Paris, un petit peu reprendre ce qui avait été fait pour le camp tranché de Paris. Malheureusement, il y a eu un retard considérable et pris en raison de l'effet prioritaire demandé sur l'équipement des frontières. En plus, en 1938, le général Biot revoit les plans dressés en 1931. Donc, des 250 km qui étaient prévus, c'est finalement plus que 130 km de lignes défensives. Et puis, c'était essentiellement pour réduire les forces nécessaires à sa défense. Donc, finalement, elle sera édifiée vraiment qu'au dernier moment, à l'invasion de la Pologne, et elle sera vraiment mise en œuvre qu'en septembre 1939. Là, ce que vous voyez, c'est le secteur Eramineville. Donc là, vous voyez, on est au sud du département, avec, sur cette mission aérienne de l'hygiène, ce grand tracé blanc qui se rectiligne, qui ressort de cette boucle de l'Oise. Aujourd'hui, en face CCRJ de ce paysage agricole, c'est un large paysage urbanisé. Pour mieux le comprendre, ici, elle a été retracée, et ça a permis de motiver par les services de l'État, en 2011, un diagnostic archéologique qui était centré justement pour retrouver ces possibles vestiges de 1940 de cette ligne Chauvinot. Donc, l'opération a donné l'occasion de fouiller plusieurs tronçons de cet ouvrage défensif anti-char, avec des fossés larges de 4 à 5 mètres et des bords rectilignes. C'était par la suite l'occasion aussi, autour de ce petit tronçon de fossé, de faire des recherches plus larges. Donc, ce que vous voyez en orange, c'est les ouvrages défensifs tels qu'ils sont connus par les archives, et en rouge, c'est ceux qui ont été repérés sur le terrain. Vous voyez par exemple à 500 mètres un blocos avec tourelle pour mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914, qui depuis a été détruit. Et comme l'a souvent rappelé Gwenaël, c'est un patrimoine archéologique de la Seconde Guerre mondiale qui reste encore particulièrement fragile, car finalement celui-ci n'est pas entièrement reconnu, alors qu'il s'agit bien d'un bien culturel non renouvelable et surtout commun.
c'est à travers ces quelques exemples finalement et réflexions dans le Val d'Oise autour des pratiques de l'archéogéographie, c'est aussi démontrer, comme l'a fait Gwenaël, que l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale occupe aujourd'hui une place importante dans le paysage de la recherche. Ici, ça fait partie des nouvelles perspectives qu'on développe au sein du programme, c'est-à-dire réfléchir à la manière dont l'occupant circulait sur le territoire. Là, vous avez en noir, du coup, les lignes des voies ferrées actuelles, en rouge, celles désaffectées ou disparues. Et on travaille à l'échelle aussi des sites allemands, puisqu'il y a une résilience de ce réseau ferroviaire et surtout une réutilisation pour s'appuyer sur un réseau majeur. Donc ça, la ligne rouge, c'est un réseau qui n'existe plus, mais qui ne servait qu'à desservir le lieu de stockage des munitions évoqué à l'Isle-Adam. Donc en revanche, et c'est nécessaire de finir sur ce point aussi, c'est la nécessité de continuer à entreprendre cet inventaire des vestiges contemporains qui demeure paradoxalement un patrimoine en danger, car difficilement assimilé comme patrimoine archéologique historique. Et je rajouterais même, à travers les exemples qu'a présenté Gwenaël, le fait est que la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas que le mur de l'Atlantique et la Normandie. Et il y a encore beaucoup de choses à faire sur beaucoup d'ouvrages de cette période-là en Île-de-France. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup à Gwenaël, merci à Pierrick Tigréa pour cette présentation qui est tout à fait intéressante et je pense extrêmement nouvelle pour la plupart des gens qui ont pu y assister. Alors on passe maintenant au temps des questions. J'ai récupéré dans l'intervalle quelques questions qui vous sont destinées. La première, est-ce qu'une campagne de fouille se prépare de la même manière lorsqu'il s'agit de fouiller un site archéologique ancien, médiéval ou antique ou contemporain de la Seconde Guerre mondiale? Y a-t-il des différences d'approche, de technique? Qui veut répondre? Je dirais que, comme l'a montré Gwenaël, c'est-à-dire que les méthodes archéologiques classiques, notamment sur le dernier site qu'il présentait, sont éprouvées. Quelle que soit la période, l'archéologue travaille de la même manière, surtout dans un contexte de diagnostic où on ne sait pas forcément quel type de vestiges on va rencontrer. La difficulté, et ça a été le cas pour les vestiges de la Première Guerre mondiale, c'est les risques liés aux risques pyrotechniques, d'où l'intérêt justement dans le travail que coordonne Gwenaël de bien aussi cartographier ces impacts de bombes, puisque si pour la Première Guerre mondiale, le risque est à taille humaine, c'est-à-dire pour la Seconde Guerre mondiale, on est quand même sur des bombes de centaines de tonnes, et qu'on l'a revu sur notre territoire du Val d'Oise avec Saint-Ouen-le-Monde, c'est plusieurs quartiers qui sont évacués dans le cadre de découverte inopinée. Sachant que, évidemment, sur les vestiges que vous montrez, Gwenaël, il y a la guerre académique, mais la plupart des accidents qu'on connaît de confrères, c'est ce qu'on appelle des bombes sales, c'est-à-dire destinées à, si on libère une tranchée liée à l'avancée ennemie, de lui laisser des mauvaises surprises qui peuvent être une bouteille qui peut ressembler à une bouteille de vin, et puis en fait qui est pleine de produits chimiques, etc. Donc, je pense que c'est les risques, et c'est vrai que aussi bien nos confrères de l'INRAP qu'au sein des services de collectivité, on est formés à ce risque pyrotechnique par les professionnels que l'on connaît. Voilà. Je sais pas si tu veux... Merci. Parlez pas son micro. Comme ça fonctionne. En même temps que j'écoutais Pierrick parler, en repensant à la question sur la manière d'envisager les vestiges en amont, me venait à l'esprit la première prescription de fouille qu'il y a eu pour une batterie d'artillerie du camp retranché de Paris en Île-de-France, donc 1914, qui date d'il y a quelques années. Maintenant, on en est à 3 ou 4 prescriptions sur ce type de vestiges. Prescription, ça veut dire on les a détectés en diagnostic, puis ensuite, les services de l'État, le service régional de l'archéologie dit oui. Et pour cette batterie, il était question de fouiller à une 50aine de %. C'était bien précisé dans la prescription de l'État qu'il n'était pas nécessaire de fouiller l'intégralité des vestiges. Alors que pour la plupart des autres périodes, on exige souvent de nous de fouiller à 100%. C'était, je ne sais pas si ça a complètement à voir avec la question, mais c'était pour aussi vous dire que ce n'était pas encore complètement acquis, même au sein des archéologues, qu'il s'agisse d'archéologie, c'est encore une archéologie à part. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question, je pense qu'il y a une arrière-pensée derrière la question, c'est que pouvez-vous nous dire des fouilles qui se situeraient sur le territoire allemand et également sur le territoire polonais, donc liées à la Seconde Guerre mondiale?
Donc, je pense que là, c'est plutôt de la fouille archéologique qui serait très largement liée à l'histoire de la Shoah. Est-ce que vous en savez un petit peu? Que dans ces pays-là, l'archéologie a beaucoup plus de recul et elle est pratiquée depuis beaucoup plus longtemps. Les premières opérations qui ont eu lieu sur le camp du Struthof. Pour les conflits contemporains et la Seconde Guerre mondiale. Alors là, c'est le même que pour tous les objets qu'on va retrouver, quelles que soient les périodes. Le mobilier archéologique, une fois enregistré sur le terrain et traité par des spécialistes. Il y a un numismate, il y a un céramologue. Alors, j'allais dire, on n'aura pas de céramique. On peut très bien avoir de la céramique aussi dans les contextes de la Deuxième Guerre mondiale. L'ensemble du mobilier va être étudié. C'est effectivement, mais comme pour toutes les périodes du mobilier, qui n'est pas nécessairement des pièces de musée, mais qui par contre, une fois que chaque spécialiste, je parlais tout à l'heure de l'exemple de la répartition des bouteilles de bière et de vin qui informe sur quelque chose de pratique sociale au sein d'un champ de bataille, ou en arrière du champ de bataille. Et donc, tous ces mobiliers étudiés sont ensuite stockés, inventoriés dans des dépôts de l'État. Et il n'y a pas vraiment de différence de traitement pour les vestiges des conflits contemporains que pour les périodes antérieures. Même si on se retrouve aussi, je vous ai l'image de Miramas, où on a quand même des quantités de mobilier qui sont assez astronomiques, assez imposantes, et parfois on peut faire des choix. Si on a 1 millier de bouteilles de bière, on ne va peut-être pas toutes les ramasser, mais les traiter sur le terrain. Puis, bon, voilà. C'est un peu la différence. Une autre question, est-ce que l'archéologie a pu réviser certaines des données historiques que l'on pensait acquises, donc de l'histoire académique, on va dire, sur la Seconde Guerre mondiale, où justement des fouilles ont apporté des informations, des révélations contradictoires? Il n'y a pas forcément d'exemple, hein. C'est une question qui nous est posée par un internaute. C'est une question piège peut-être aussi. Non, parce qu'en fait, comme on participe au même effort, c'est-à-dire travailler sur le patrimoine historique, que ce soit une source archivistique ou une source archéologique, la démarche n'est pas forcément de contredire ou de revenir sur les faits. Comme l'a démontré Gwenaël, c'est travailler à une autre échelle, qui est à celle du quotidien du soldat sur le terrain, que ne reflètent pas forcément les archives militaires. J'ai parlé du camp d'Incourt. Il y a des données sur des visites qui sont faites durant l'occupation de ce camp d'internés. Il y a des associations qui ont essayé de restituer des témoignages. Mais évidemment, quand vous avez plusieurs centaines de gens qui sont internés au même endroit, il y a sûrement des fausses, des choses qui reflètent du quotidien, des conditions, puisque parmi les morts, il y a des morts de maladie, donc ça veut dire qu'il y a aussi de la médicamentation. Donc comme l'a montré dans ces ensembles de vestiges sur d'autres sites, il y a une autre information, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément de travailler sur le fait militaire, mais c'est sur l'homme qui fait le fait militaire. Très bien, très bien. Moi, je voudrais terminer peut-être, puisqu'on n'a plus de questions, sur une anecdote. Enfin, pas une anecdote, mais une précision, mais qui rejoint un peu nos préoccupations. Ici même aux Invalides, qui est un lieu militaire, sous l'occupation, les Allemands ont occupé les lieux. Ça, c'est totalement connu. En revanche, quand l'historial Charles de Gaulle, qui existe maintenant aux Invalides, a été créé, il a été envisagé de le créer sous terre, sous une cour des Invalides qui s'appelle la cour de la Valeur, parce que d'abord, aux Invalides, on n'a pas d'espace. Donc, il fallait trouver une solution. Et donc, on a creusé. Mais en creusant, on est tombé sur un bunker allemand dont personne ne connaissait l'existence. Donc, on savait que les Allemands avaient occupé des lieux, mais finalement, on était assez peu informés. Donc, je ne vous cache pas que ça a été des contrariétés terribles pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et puis un coût considérable en plus. Mais voilà, c'est un exemple, si vous voulez, de la découverte par ça. Et puis, à l'échelle même du musée de l'Ordre de la Libération et de l'Ordre de la Libération de son bâtiment, qui ont été tous les deux rénovés entre 2012 et 2016, on s'est aperçu de deux choses. Les caves en sous-sol, on a des caves voûtées en sous-sol, qui sont des caves du XVIIe siècle. Les murs ont été frottés, nettoyés, brossés. Et on a vu apparaître, à la peinture rouge, les marques allemandes du nombre de personnes autorisées à venir s'abriter dans les caves, qui servaient donc d'abri anti-aérien, ce qu'on ignorait totalement. Et toujours dans le même cadre de ces travaux, au premier étage, les sols ont été intégralement refaits et les ouvriers qui ont
déblayer les boiseries de sol, sont tombés au bout de certaines strates sur un journal de 1941 en allemand, ce qui nous a permis de déduire que les Allemands avaient certes occupé les lieux, mais qu'ils avaient même fait des travaux dans les lieux pour lesquels on n'avait strictement aucune piste, aucune trace et aucune information. Vous voyez, donc, l'archéologie se niche parfois dans des toutes petites choses inattendues, donc c'était évidemment pas des chantiers de fouilles, mais c'est simplement de la rénovation bâtimentaire, mais qui a permis d'en sortir comme ça quelques informations. Voilà. En tout cas, je souhaite vous remercier très sincèrement tous les deux, et je rappelle que non, il n'y a plus de questions, c'est fini, on arrête, on va rendre l'antenne. Désolé pour celui qui n'aura pas de réponse, on va devoir rendre l'antenne. Je rappelle que notre prochaine soirée aura lieu le 17 février, que nous recevrons Odile de Vasselot, qui viendra témoigner à l'âge de 100 ans, puisqu'elle a fêté son 100e anniversaire il y a quelques temps. Voilà, merci infiniment à vous deux, bonne soirée à tout le monde, au revoir et au mois prochain.